Bienvenue, Annabelle Voyer. Merci. Je suis contente de te recevoir sur Victoria Show ce soir en première avec toi. Toi, tu es synergologue pour ABC Solutions, génagogue aussi, éditrice pour Béliveau Éditeur. Oui. La synergologie, c'est en ce moment même, on communique à travers le non-verbal. On parle de 55% du corps qui s'exprime plus que 7% les mots, 38% l'intonation. Oui. C'est quand même assez incroyable. C'est une grosse part de la communication et souvent les gens l'oublient complètement et pensent qu'ils peuvent contrôler leur corps alors qu'avant même qu'on commence à parler, le corps a déjà donné des informations. Donc, quand on voit, par exemple, que l'autre personne est un peu plus fatiguée, on va le voir dans le visage, on va l'entendre dans la voix. Au téléphone, on le sait quand la personne va bien, quand la personne est grippée. Donc, il y a plein d'éléments qui vont nous permettre d'avoir des indices sur l'état de l'autre et qui vont nous permettre d'ajuster notre communication avant même d'avoir parlé. Wow. Sinon, on va regarder une petite photo justement de toi avec toute l'analyse que tu as fait des traits, affaissement de la paupière supérieure, stress professionnel impliqué, front détendu, ni peur ni colère. Est-ce que selon toi, on peut pas contrôler? Je veux dire, toi, tu captes tout de suite quelqu'un qui essaie de contrôler, c'est pire? C'est pire et souvent les gens réalisent pas que nos pensées naissent dans l'inconscient. Et il y a un petit délai avant que les pensées inconscientes se rendent jusqu'à la conscience. Et le délai peut être de 4 à 10 secondes. Donc, pendant 10 secondes, on a une pensée inconsciente qui est en train d'émerger. Le cerveau gère cette pensée-là parce que le cerveau peut déterminer que cette pensée-là, il va la garder dans l'inconscient. Et en fait, il va garder comme ça dans l'inconscient à peu près 80% de nos pensées. Donc, il y a plein de pensées qui restent dans l'inconscient, mais le cerveau l'a évidemment géré pour déterminer ce qui amène à la conscience et ce qui garde dans l'inconscience. Et pendant ce délai-là, bien évidemment, le corps a réagi à ces pensées-là et a donné plein d'indices. Et quand les gens sont conscients de ce qu'ils sont en train de penser, bien, il est trop tard. Ça fait déjà 10 secondes que le corps l'a dit. Donc, quand les gens pensent qu'ils sont tout à fait libres de déterminer ce qu'ils vont donner comme indice, malheureusement, c'est une illusion. Le corps a déjà donné beaucoup d'informations. Intéressant. Comment on peut détecter les signes qu'une personne est intéressée à nous? Si on aime ça savoir ça. Chez les femmes surtout. Bien, en fait, faut toujours regarder l'individu dans sa globalité. On a des gens, moi je suis quelqu'un d'expressif, donc évidemment je parle beaucoup avec mes mains. Quand je suis intéressée, je vais donc continuer de parler avec mes mains. Si j'ai un manque d'intérêt, à ce moment-là, mon corps va plutôt s'éteindre, va plutôt ralentir. Donc, je vais avoir moins de gestes, des gestes qui vont être plus bas. Je vais avoir tendance à reculer parce que là, je vais aller contre nature parce que là, je n'ai pas d'intérêt, donc je vais m'éteindre. Les gens qui, de toute façon, sont beaucoup moins expressifs avec le corps, bougent moins, ont moins de mouvement, on va quand même pouvoir observer l'intérêt par la posture. Parce que si j'ai un intérêt, je vais m'avancer. Si j'ai un désintérêt, je vais me reculer. Donc déjà là, on le sait s'il y a quelque chose. Quand la personne est intéressée par ce que l'autre dit, elle va cligner des paupières. Parce que le clignement de paupières permet au cerveau de prendre l'information, de la classer dans le bon tiroir et de revenir focaliser. Si je n'ai pas d'intérêt, je vais tomber dans la lune. Et à partir de ce moment-là, je vais cesser de cligner des paupières ou beaucoup moins que d'habitude parce que je n'ai pas besoin de classer l'information, elle ne m'intéresse pas. Donc, je vais avoir moins de clignement de paupières. Quand il y a un intérêt, il y a une réaction à l'autre aussi. En ce moment, je parle, il y a des hochements de tête. Donc, je sais qu'il y a un intérêt, je sais qu'il y a une information qui est enregistrée. S'il n'y avait pas d'intérêt, il n'y aurait pas ce clignement de paupières-là. Et tu as beaucoup de mouvements de sourcils pendant que je parle parce que, justement, tu absorbes cette information-là. Si tu n'avais pas d'intérêt, il n'y aurait pas de mouvement de sourcils. Donc, le corps continue de nous donner des informations justement parce qu'il a un intérêt. Quand il y a un manque d'intérêt, il y a moins d'informations. Cette information-là, elle est moins expressive. Tu as eu aussi un livre où est-ce que tu as parlé de la manipulation. Mm-hmm. Comment on peut voir qu'une personne peut manipuler dans ses faits et gestes, dans ses micro-signes? Mais en partant, il faut comprendre qu'au niveau de la manipulation, pour que la manipulation fonctionne, il faut qu'il y ait une proximité. C'est très difficile de manipuler quelqu'un à distance. Pour réussir à manipuler quelqu'un, je dois être proche de cette personne-là pour devenir envahissante, pour rentrer dans sa bulle et faire en sorte de voir si l'autre personne est capable de mettre une limite, si l'autre personne est capable de dire
là, tu es trop dans ma bulle, j'aimerais mieux que tu recules. Donc ça, c'est le premier test. Est-ce que la personne se tient très proche de vous? Les manipulateurs vont avoir tendance, évidemment, à s'élever, à essayer de faire de trouver une façon d'être plus grand que la proie qu'ils ont vue. En mode supériorité. Fait que souvent, quand les gens sont très grands, bien là, évidemment, c'est plus facile parce qu'il leur suffit d'être debout. Mais quand les gens sont plus petits, mais si la personne à qui ils s'adressent est assise, ils vont s'assurer de rester debout pour avoir cette hauteur-là. J'ai déjà vu des manipulateurs qui, dans un escalier, essaient d'être 2 marches plus haut que l'autre personne pour avoir cette éléfaction-là, cette hauteur-là, qui permet une plus grande manipulation. Le manipulateur va avoir tendance aussi à avoir une poignée de main qui ne nous lâche pas. Il serre la main, il rajoute la deuxième main et il la tient. Puis c'est pas une poignée de main agréable parce que quand on a quelqu'un qui est vraiment très content de nous voir, il nous prend la main et il nous brasse ça bien comme faut, là, on est dans quelqu'un qui est content de nous voir. Dans la manipulation, c'est un geste qui est beaucoup plus rigide, donc ça bouge peu. L'idée, c'est de nous contraindre. Parce que quand on peut contraindre physiquement, on le fait aussi psychologiquement. On a en ce moment un président américain qui a une tendance à faire une poignée de main où il serre très fort et il va même tirer la main de l'autre pour le déstabiliser. La personne va être déséquilibrée physiquement et l'objectif, c'est de déstabiliser l'interlocuteur. Donc, une poignée de main qui est comme ça, qui est oppressante, qui contrôle, qui est très ferme, à la limite même douloureuse dans certains cas, qui vous empêche de bouger. Il va garder votre main dans la sienne, vous avez l'impression d'être prisonnier. Vous êtes mal à l'aise de retirer votre main. Là, on est dans de la manipulation. Le manipulateur regarde beaucoup aussi son interlocuteur parce qu'il vérifie si l'autre personne le croit. Et quand il va détourner le regard vers autre chose, il n'y a pas de clignement de paupières parce que son cerveau est en mode vigilance. Donc, il fait semblant de détourner le regard, mais dans le fond, il vient vérifier si vous embarquez toujours dans son histoire. Fait qu'il y a plein d'éléments comme ça où, là, à ce moment-là, le corps du manipulateur est très, très, très envahissant envers l'autre. Puis la personne qui se fait manipuler, généralement, elle ne s'en rend pas compte sur le coup, mais généralement, elle ressent un malaise. Et quand on écoute son instinct et que notre instinct nous dit qu'on est mal à l'aise, il faut absolument sortir de cette situation-là. En contre-manipulant, comme tu l'expliques dans ton livre? On peut contre-manipuler. On peut évidemment sortir de cette relation-là parce que ce qu'il faut comprendre avec un manipulateur, c'est qu'on ne le changera pas. Donc, si on pense qu'on peut améliorer sa communication, si on pense qu'on peut l'aider, si on pense qu'on peut le sauver, on vient de tomber dans le piège du manipulateur. C'est exactement ça qu'il veut, le manipulateur. Parce que quand on prend pour acquis qu'on peut l'aider, bien, on va se mettre à lui donner du temps, à lui donner des conseils. Dans certains cas, on va même lui prêter de l'argent. On va lui présenter des gens qui pourraient l'aider. C'est exactement ça qu'il voulait. On fait exactement ce qu'il veut. Mais un manipulateur, ça ne change pas. Vraiment pas. Donc, quand on veut contre-manipuler, on va s'assurer de lui poser des questions qui nécessitent des réponses très, très, très courtes. On n'a pas de questions ouvertes avec un manipulateur, ça ne donne rien. On ne peut pas argumenter avec un manipulateur. On ne peut pas avoir une discussion d'égal à égal avec un manipulateur. Donc, on va avoir des questions très, très, très courtes avec des réponses qui sont courtes, c'est oui ou c'est non. On l'oblige à se commettre, puis on s'assure de sortir de cette relation-là rapidement. Non, des questions oui ou non, des questions fermées le plus possible parce qu'eux, ils en profitent pour détourner, déformer, achètent le temps, ils vont enrober. Puis ils vont finir par nous hypnotiser avec leurs réponses. À un moment donné, ils vont nous faire douter. Sur information ou l'inverse, ils vont nous donner juste un petit peu d'informations, mais pas toutes, pour que notre imaginaire complète le travail. Exactement. Et là, on va se mettre à douter. Ah, mais il a peut-être raison, mais c'est peut-être moi qui l'ai mal pris. Ah, mais c'est... Et dès que le doute, on a mal interprété. La confusion, lui, ça a déjà bien fait. Exactement, parce qu'à partir de là, on manque de confiance et là, on n'ose plus. Puis là, il vient de gagner la partie et le doute va rester dans notre esprit longtemps. Donc, ça ne donne rien de dire qu'on va avoir un dialogue avec un manipulateur. Il va gagner. Pour les femmes qui pensent sauver leur conjoint, leur mari, peut-être ça fait des années, ils croient encore cette illusion-là. Toi, tu crois fermement que les manipulateurs ne changent pas? Bien, en fait, toutes les statistiques en psychologie l'ont démontré, les recherches en psychologie l'ont démontré aussi, parce qu'un manipulateur, à la base, a des tendances de pervers narcissique. Donc, c'est une personne qui a une difficulté avec l'introspection. Pour être capable d'opérer un changement,
faut d'abord et avant tout reconnaître qu'on a une difficulté, qu'on a un problème et qu'on est la source de ce problème-là. Il faut vouloir changer, mais il faut d'abord accepter qu'on est la source du problème. Et ça, le manipulateur est incapable de faire ça. Ce n'est pas de sa faute. C'est la faute de la job, c'est le stress, c'est les enfants, c'est le collègue, c'est le manque d'argent, c'est n'importe quoi d'autre, mais surtout pas lui. Fait qu'à partir du moment où il n'accepte pas qu'il a une part de responsabilité, c'est impossible qu'il change. Donc, ça donne rien de perdre du temps. On est mieux à ce moment-là de sortir de cette relation-là et de se reconstruire parce qu'il va y avoir une phase de reconstruction qui va être nécessaire. L'estime à rebâtir, C'est le ça. choix de partir, c'est une grande décision, mais c'est de se choisir. Exactement. Puis quand les gens, ça fait longtemps qu'ils sont avec un manipulateur, ils ne savent plus se choisir. Et ils sont souvent dépendants de l'autre personne. Et quand on sort d'une relation de manipulation, il y a un manque très, très criant qui fait que la personne, elle veut retourner avec le manipulateur parce qu'elle n'arrive plus à s'en passer. Et ça, c'est la partie la plus difficile. Il y a 3 semaines vraiment pénibles quand on sort d'une relation de manipulation où là, il faut s'assurer d'avoir de bons amis, des gens proches de nous qui vont nous soutenir pendant cette période-là. Absolument. Parce qu'il y a un risque de rechute qui est très, très, très élevé. Oui, de ramener à la réalité. Ouais. Rappelle-toi cette personne-là lorsqu'elle te dit ça. c'est Oui. fou et Oui, tout. puis j'ai souvent des clients qui me disaient qu'il y avait des parties de la vie avec le manipulateur ou la manipulatrice qui étaient vraiment extraordinaires. Je pense à un client, entre autres, il était avec une dame où, par exemple, les relations sexuelles étaient extraordinaires. Il y a eu des belles communications avec cette personne-là, mais il avait droit à des crises de jalousie incroyables et complètement démesurées. Puis à un moment donné, il a fallu qu'ils comprennent que les moments « wow » ne pouvaient pas venir seuls. Il y avait nécessairement les deux. Et quand il a compris que est-ce qu'il était prêt à supporter ces crises de jalousie-là, qui étaient vraiment monstrueuses, et souvent, les crises de colère, il n'en connaissait pas la source. Fait qu'il ne pouvait pas les prévenir, il ne pouvait pas trouver une façon de les gérer. Elle n'avait pas de source. Tout ce qu'elle voulait, cette femme-là, c'était le manipuler en le déstabilisant. Fait que quand il a compris qu'il ne pouvait pas changer ça, qu'il ne pouvait pas seulement avoir les beaux moments, mais à partir de ce moment-là, il a compris qu'il fallait qu'il sorte de là. Mais 1 an plus tard, il y avait encore de la difficulté parce qu'il se souvenait des relations sexuelles, par exemple, qui étaient vraiment extraordinaires. Donc, il y avait quand même une difficulté de détachement. Ça prend un certain temps, ça prend généralement 3 ans avant vraiment de sortir de notre tête le manipulateur ou la manipulatrice. Donc, c'est des gens qui sont particulièrement attachants aussi. Oui. C'est ce qui fait que le doute sème très, très longtemps dans l'esprit. Oui, puis c'est des gens qui sont très bons dans le lavage de cerveau. Parce qu'évidemment, ils vont nous faire vivre un moment extraordinaire suivi d'un moment vraiment désagréable. Un autre moment extraordinaire, un autre moment vraiment désagréable, ce qui fait qu'on ne sait plus sur quel pied danser. Et ça va nous déstabiliser, ça va augmenter notre doute, ça va baisser notre estime de nous, notre confiance en nous. On va se mettre à douter de notre communication, on va se mettre à douter de notre attitude. Et ça va nous faire vivre tellement d'émotions fortes, tant positives que négatives. Et cette montagne russe d'émotions-là va faire ressortir de nous des mécanismes de défense, va faire ressortir de nous des mauvais côtés. Et là, on va se mettre à piquer l'autre, à dire des méchancetés, à dire des mensonges parce que ça a réveillé en nous les mauvais côtés. Et là, on se culpabilise à ce moment-là de ces mauvais côtés-là. Évidemment, le manipulateur, la manipulatrice va utiliser ces moments-là, va en profiter pour nous écraser encore plus. Mais ce n'est que la relation qui est malsaine et c'est pour ça qu'il faut sortir de cette relation-là. Je comprends. J'ai quand même de l'espoir. Je sais que là, ça ressemble à des traits de pervers manipulateurs, pervers narcissiques. Mais ces gens-là, lorsqu'ils n'ont plus personne, si tout le monde s'écarte de ces personnes-là à ce moment-là, mais ils se retrouvent qu'ils n'ont pas le choix d'aller consulter parce qu'ils se nourrissent des autres. As-tu cet espoir-là aussi? Bien, en fait, j'ai eu des cas de manipulateurs qui ont été, je dirais, forcés par les événements à consulter. Exact, par défaut, mais ça existe quand Par même. défaut, mais même avec le psychologue, souvent, ils ont des comportements de manipulation et c'est le psychologue qui met fin généralement aux rencontres parce que ça ne peut pas donner de résultats. Donc, généralement, le manipulateur, quand il voit qu'il n'arrive plus à manipuler personne, il va sortir lui-même de ce cercle-là et il va aller dans un autre cercle d'amis ou une autre famille ou chez un autre employeur pour pouvoir essayer de trouver d'autres personnes à manipuler parce que c'est dans sa nature, on ne le changera pas.
Quand on a quelqu'un qui manipule de temps en temps, mais que ça ne fait pas nécessairement partie de sa personnalité, c'est un mécanisme de défense, là, on peut le travailler parce que la personne elle-même n'aime pas ce qu'elle voit d'elle-même. C'est ce que je vois chez ma clientèle, ça ne va pas dans le trouble, mais ça va dans un mécanisme que là, c'est plus malléable. Exactement. Mais dans des cas où est-ce que c'est plus difficile? Quand c'est dans la personnalité, souvent, c'est là depuis l'enfance. Hein. C'est souvent... Les recherches en psychologie ont démontré que les manipulateurs, à la base, ont des parents qui sont non cohérents, non constants. Donc, papa a dit non, maman a dit oui, maman a dit non, papa a dit oui, et l'enfant apprend à tester continuellement. Cette journée-là, le parent a dit non, mais si on attend 2 heures, il va être plus fatigué, il va dire oui. Donc, dès qu'on a une inconstance, l'enfant apprend qu'on peut déceler quand est-ce que la personne elle est plus fatiguée, quand est-ce qu'elle est plus stressée, quand est-ce qu'on a plus de chances d'avoir un oui. Donc, c'est ça qu'il va reproduire. Il est habitué, il fait toujours ça. Alors qu'un enfant qui a eu des parents qui étaient un peu plus fermes, qui avaient évidemment des périodes de fatigue, mais que la plupart du temps, il était capable d'avoir une discipline, une routine, une logique d'intervention, bien, cet enfant-là va manipuler de temps en temps, mais ça ne sera pas un manipulateur. Ça ne fera pas partie de sa personnalité générale. Donc là, quand il manipule de temps en temps, ça on peut le recadrer. Un grand manipulateur, malheureusement, on ne peut pas le recadrer. Il est comme ça et il ne connaît pas d'autres façons de faire et il ne veut pas faire autrement. Il est gagnant. Pour lui, bien, exactement. Il y a beaucoup trop de gains. Donc, les parents ferment ensemble la communication parce que tu lui as dit oui, dis-lui non pour telle chose. Donc, ça prend une constance. Et c'est vrai chez les employeurs aussi. L'employeur qui a de la misère à mettre des limites avec certains employés, bien évidemment, ces employés-là vont ambitionner, vont trouver une façon d'en profiter. Et c'est les autres employés qui vont en payer le prix. Absolument. Tu parlais aussi de notre président américain. Oui. Eux qui ont des cours, hein, c'est intéressant de le savoir pour toute leur gestuelle, pour convaincre. Ce serait quoi les gestes pour convaincre? Bien, en fait, généralement, c'est drôle parce qu'il y a eu plusieurs études qui ont été faites là-dessus. Puis il y a une étude, entre autres, qui a été faite avec des médecins, où on s'est rendu compte que les patients ne prennent pas l'ensemble de la posologie. Et l'étude qui a été faite avec les médecins, on a demandé aux médecins, quand vous remettez la posologie à votre patient pour vous assurer qu'il va prendre le médicament au complet, vous touchez l'avant-bras. Et on s'est rendu compte que quand le médecin ne touche pas l'avant-bras de ses patients, 50% des patients ne prennent pas le médicament au complet. Quand il touche l'avant-bras, on tombe plutôt à 80% des patients qui vont prendre le médicament au complet. Donc, on sait que pour convaincre, il faut qu'il y ait un toucher qui va être accepté. Parce qu'évidemment, si je mets la main sur le bras de quelqu'un et que cette personne-là retire sa main, le toucher n'a pas été accepté. Il faut que la personne soit détendue. Vous mettez la main sur le bras de l'autre personne et la personne vient crisper, le toucher n'a pas été accepté. Donc ça, c'est une façon de convaincre. Le fait d'être expressif, d'être authentique, c'est la meilleure façon de convaincre. Quand on essaye de trop s'adapter à l'autre, de jouer une game, de jouer un rôle, ça peut marcher un temps, mais ça ne marche pas éternellement et ça ne permet pas de bâtir une relation de confiance. Donc, ça peut fonctionner dans les premières minutes, ça peut fonctionner dans les premiers jours, dans les premières semaines, mais inévitablement, le naturel va revenir. Et à ce moment-là, l'autre personne va perdre confiance. Donc, l'authenticité, c'est nécessaire pour avoir vraiment une relation de confiance avec quelqu'un. Donc, ça ne donne rien d'y aller contre nature. Évidemment, il faut être en mesure de voir nos propres signes de stress. Souvent, je vais coacher des gens qui doivent, par exemple, passer des entrevues d'embauche et qui sont tellement stressés qui vont avoir, par exemple, des gestes où ils vont se mettre les mains entre les jambes, ils vont s'agripper au bras du fauteuil, ils se mettent les mains dans les poches. Et c'est souvent des gestes qui vont être mal perçus par l'évaluateur. Mais ça ne veut pas dire que la personne, elle est mauvaise, ça veut juste dire qu'elle est mal préparée. Et souvent, les gens ne savent pas comment se préparer à une entrevue et ils espèrent que ça va bien aller. Ils ont juste à regarder les questions, puis il faut qu'ils se préparent des réponses. Il a préparé des réponses, mais il a préparé le corps à bien réagir à une situation de stress. Quand on doit rencontrer un client et qu'on sait que ce client-là est difficile, c'est important d'avoir bien dormi, c'est important d'avoir bien mangé et c'est important d'avoir des moyens qui nous permettent de gérer notre stress. Parce que sinon, devant le client, ça va fonctionner. Il va réussir à nous stresser davantage. Et si on est trop stressé, bien évidemment, ça va paraître. Le client va le sentir, il va réagir à notre stress, même si on essaye de le cacher. Et cette réaction-là peut être explosive.
Donc, si vous êtes stressé avant de rencontrer un client, restez dans votre voiture quelques minutes, chantez à tue-tête Eye of the Tiger, n'importe quoi, mais trouvez une façon de gérer votre stress et rappelez-vous que peu importe ce qui va arriver, vous allez faire face. Mais si on part avec l'idée qu'on va rencontrer un client difficile ou que la discussion avec notre adolescent, par exemple, va être difficile, bien, c'est ce qui va se passer. Parce qu'en psychologie, il y a ce que l'on appelle l'effet golem. C'est-à-dire que l'autre personne va réagir comme on pense qu'elle va réagir. Elle va reproduire ce que l'on pense d'elle. Donc, si je pars avec l'idée que mon client va être difficile, que mon adolescent va être difficile, que mon conjoint va être difficile, c'est ça qui va arriver. C'est ce que j'attends d'elle et mon langage corporel va lui laisser entendre que c'est ça que j'attends de cette personne-là. Et l'autre personne, inconsciemment, va réagir à mon attitude. Donc, c'est important de partir avec l'idée « ça va bien aller ». Peu importe ce qui va arriver, je vais faire face, je suis calme, je suis sereine, je suis en harmonie, je suis en paix avec moi et je suis totalement présente. Et plus on se met dans cet état-là, plus on contamine positivement l'autre personne aussi. Et à ce moment-là, on peut l'amener avec nous. Et c'est comme ça qu'on attire aussi les relations. Et voilà. Parce que c'est le silence, mais tout est dans la communication. De si j'ai une bonne image de moi ou j'en ai une mauvaise, la personne va recevoir tout dans la subtilité. Oui, puis souvent, il y a quelques mois, en fait, il y a 1 an peut-être, j'avais un dossier très, très difficile avec des clients difficiles et on était dans un contexte où il y avait un manipulateur dans l'équipe, plus précisément une manipulatrice. Et à un moment donné, il y a des membres de l'équipe qui sont rentrés dans le bureau en colère, en furie. Et mon conjoint m'accompagnait dans ce dossier-là et il m'a vu intervenir. Mon conjoint, son premier réflexe aurait été de répliquer par la colère. Il reçoit la colère, il réplique de la même façon. Moi, mon réflexe, ça a été, les gens étaient debout, j'étais assise, et j'ai commencé en disant « J'entends ce que vous me dites. Et j'entends que vous avez des émotions, vous vivez des événements, et je pense que c'est important qu'on prenne le temps d'en parler. Je vous invite à vous asseoir et on va prendre le temps, ensemble, de regarder les solutions qu'on a devant nous. » J'ai baissé mon ton de voix. Je me suis mis à parler plus lentement. Et je suis restée très calme. Les mains sur la table visibles, parce que le cerveau enregistre que quand on voit la paume des mains, c'est un signe d'ouverture. Alors, volontairement, mes mains étaient sur la table. Je me suis penchée vers l'avant. Parce que même s'il me crie après, si je recule, je lance le signal à l'autre que sa colère m'effraie et qu'il vient de gagner du terrain. Là, j'ai fait l'inverse. Je me suis avancée vers eux. Je leur ai souri d'un sourire réel. J'ai penché ma tête à gauche parce que là, on est dans l'empathie et leur inconscient enregistre cette information-là. On sait par exemple que les bébés de 6 mois savent si la mère est stressée ou si elle est bien par l'inclinaison de la tête. Donc, inconsciemment, l'autre personne, même si elle ne connaît pas la signification des items corporels, va quand même y réagir. Ça a pris 30 secondes. Les clients étaient assis. Ils avaient baissé le ton. Madame s'est même mise à pleurer. On a évacué les émotions. Ça a bien été. Quand ils ont quitté, mon conjoint m'a regardé et il m'a dit « Je ne sais pas comment tu as fait. Je leur aurais sauté d'en face. » Mais plusieurs mois plus tard, mon conjoint a eu affaire à un client agressif. Et il se souvenait de cette situation-là. Alors, quand le client est rentré avec agressivité, avec des propos durs, il a eu le réflexe de dire « J'entends ce que vous me dites. On va prendre le temps d'en parler. » Et il a baissé le ton, puis c'est drôle parce que quand il me racontait l'événement, il me disait « Tu étais dans ma tête. » Mais il savait qu'il devait utiliser le 38 % de la communication, le ton, le timbre, l'intonation. Il s'est avancé vers le client, les mains visibles sur la table, la tête penchée à gauche, un sourire et une voix calme. Et on part avec ça. Et le client s'est calmé. Mais il faut partir avec l'idée que l'on peut faire face à la situation et le corps réagit. Si on se dit « je vais faire face », mais qu'en dedans, on est stressé, et là, on va avoir des items qui vont être contradictoires. Puis l'autre personne ne voudra pas à ce moment-là venir dans notre énergie. On est nous-mêmes pas cohérents. Donc, évidemment, ça ne peut pas fonctionner.
C'est d'aller valider le client, valider Oui. les émotions aussi, les gens qui ont peur des émotions, mais au contraire, Oui. ça a tellement d'avantages à être nommé. On va parler des mensonges. Comment on peut détecter un mensonge, Annabelle? Bien, en fait, il y a plusieurs types de menteurs et il y a plusieurs types de mensonges. Parce que les gens vont utiliser des stratégies de communication. Donc, on va avoir une stratégie, par exemple, la stratégie du conquérant. Le conquérant veut nous convaincre. Le conquérant, c'est un peu comme le vendeur de char. Il faut qu'il en mette, il faut qu'il nous donne des informations. Il va être expressif verbalement et non verbalement. Donc, un conquérant qui voudrait mentir va en mettre encore plus. Il y a plus de gestes et plus de gestes figuratifs. Donc, des gestes où on va, je suis allé par là, la maison était de cette forme-là, le poisson était de cette longueur-là. Donc, des gestes qui donnent des informations, mais ce qu'il est en train de nous dire, c'est qu'il structure son discours. Et en même temps qu'il le structure, bien, il nous donne des informations. Alors que quand on est dans l'authenticité, bien évidemment, on n'a pas besoin des gestes figuratifs. On parle, mais les gestes vont dans tout ça. On n'en met pas trop, puis c'est pas des gestes, c'est des gestes de rapprochement, mais c'est pas des gestes tant qu'ils nous indiquent comment on a marché, comment on a tourné, comment... Ça, c'est la première chose. Le conquérant va parler plus fort. Le conquérant va se rapprocher de nous. Le conquérant va être dans notre bulle. Parce qu'à ce moment-là, il veut en mettre plus que d'habitude. C'est ça qui est louche. C'est le plus que d'habitude. Le menteur qui va être davantage vigilant, le menteur vigilant, quand on adopte la vigilance comme style de communication, ça veut dire qu'on n'est pas sûr si notre message va passer. Donc, il y a des fois où on va raconter quelque chose à quelqu'un. On parle, par exemple, à un client, on parle à notre conjoint. On n'est pas sûr si ça va bien passer comme message. Donc, on va tomber plus en mode vigilance parce qu'on veut voir comment le message passe, comment c'est reçu, est-ce qu'il faut qu'on y aille plus doucement. Là, on est en mode vigilance. Et dans le mode vigilance, bien, je surveille davantage la réaction de l'autre. Donc, je le fixe plus du regard. J'ai moins de gestes. Mes gestes sont un peu plus rigides parce que je suis toujours en train de surveiller la réaction pour m'adapter. Mais le menteur vigilant, lui, va être vraiment très agrippé parce que là, on est dans la survigilance. Donc, le menteur vigilant va être beaucoup plus agrippé aux objets, va s'agripper à lui-même, va avoir tendance, comme il est en mode vigilance, à nous présenter le côté droit du visage. Parce qu'à ce moment-là, c'est l'hémisphère gauche qui vient d'être beaucoup plus actif. Et dans l'hémisphère gauche, on a le contrôle du discours et on a l'organisation de la pensée. Donc, quand l'hémisphère gauche est beaucoup plus actif, à ce moment-là, c'est le côté droit du corps qui va l'être parce que l'hémisphère gauche gère la partie droite du corps. Donc, dans un menteur qui va être plus vigilant, le menteur va nous regarder davantage avec le côté droit du visage, davantage avec un corps plus crispé, beaucoup moins de clignements de paupières parce qu'il surveille notre réaction et beaucoup de gestes d'ancrage, justement pour gérer son stress. Le menteur le plus difficile à déceler, c'est le menteur qui va avoir un style de communication davantage syntonique. Un syntonique, c'est un super adaptatif. Un syntonique va s'adapter à l'autre. Un syntonique va se mouler à l'autre. Vous dites bleu, il va dire bleu. Vous dites rose, il va dire rose. Il s'adapte à vous parce qu'il ne veut pas vous faire de peine, parce qu'il veut bien paraître, parce qu'il veut s'intégrer au groupe. Donc, et on en a beaucoup des syntoniques parce que souvent, ce sont les gens que l'on appelle les verts quand on fait un test de personnalité. Le bleu est un analytique, le rouge est très axé sur l'action, le jaune, c'est un expressif créatif, un conceptuel, alors que le vert, c'est le social. C'est celui qui n'aime pas les conflits. Bien, le syntonique, il n'aime pas beaucoup les conflits, fait qu'il va se mouler, il va dire comme vous, parce qu'il n'aime pas les conflits. Le problème, c'est quand on a affaire à un menteur syntonique, c'est difficile à déceler parce qu'il a toujours l'air d'accord avec nous, mais en arrière, dans notre dos, quand on n'est pas là, c'est là où il va y avoir d'autres comportements parce qu'avec une autre personne, il va avoir une autre version. Le menteur syntonique, c'est le plus difficile à déceler. Et le menteur syntonique, pour le déceler, il faut lui poser des questions auxquelles il ne s'attend pas. Parce que si on le laisse parler, on le laisse aller dans sa cassette, il va nous sortir toute une belle histoire bien tricotée. Il faut lui poser des questions, il faut l'interrompre pendant qu'il parle, parce qu'à ce moment-là, il ne pourra pas continuer dans ce qu'il a préparé comme histoire. Faites-lui raconter son histoire à l'envers, il ne sera pas capable, parce qu'il ne l'a pas vécu. Il
il faut poser plein de questions auxquelles il ne s'attend pas. Puis il faut vraiment avoir plus de questions. Il faut bouger soi-même beaucoup, parce que plus on bouge, plus on est expressif. On le déconcentre, puis on lui permet de bouger. Alors que si moi, je ne bouge plus parce que je le surveille, parce que je ne le crois pas, bien, l'autre personne va refléter ce que je pense d'elle. L'autre personne va agir de la même façon, puis va arrêter de bouger. C'est extrêmement difficile de déceler un mensonge chez quelqu'un qui bouge très peu parce qu'on n'est pas sûr à ce moment-là si c'est un mensonge ou si c'est un signe de stress ou si c'est un signe de malaise. Plus la personne se détend, plus elle bouge, plus j'ai de l'information à analyser. Mais si moi, je suis stressée, je stresse l'autre, extrêmement difficile de voir le menteur à ce moment-là. Il y a une synchronicité qui se fait dans le Exactement. Tout à fait. On va faire un petit jeu. On va voir si je suis une menteuse ou pas. Est-ce qu'Annabelle, j'ai déjà eu un lézard dans ma vie? C'est drôle. Ce qui est particulier avec ton affirmation, c'est qu'il y a probablement une partie de vérité, une partie de mensonge. Quand tu l'as dit, tu as penché la tête à droite. Donc, on est dans le contrôle du discours. Tu fais attention à ce que tu dis, mais là, tu embarques dans un jeu, puis évidemment, tu veux bien paraître dans ce jeu-là, ce qui est tout à fait normal. Tu as arrêté de cligner des paupières complètement. Donc, là, ce qui est difficile, c'est qu'on a ou bien tu es stressé par le jeu, ou bien tu mens. On a les deux choix. Donc, ça, c'est un peu particulier. Stressé par mon jeu, c'est ma première émission. Fait que c'est déjà ça. Là, si on avait plus de temps, on prendrait 1 heure ensemble et je te poserais plein de questions. Le lézard était comment? Il s'appelait comment? Tu faisais quoi comme activité avec le lézard? Et on commencerait comme ça à poser des questions sur la vraie vie. Parce que si c'est un mensonge, la personne qui n'a pas eu de lézard va être obligée d'improviser des réponses. Puis je ferai exprès pour poser des questions exactement là-dessus pour être en mesure de voir. Donc, il faut avoir du détail. C'est pas seulement vrai, faux, comme un détecteur de mensonges. Parce que là, j'allais te demander, j'ai-tu un chihuahua? Bien, en fait, même dans le détecteur de mensonges, c'est la même chose. On va avoir généralement plusieurs minutes de préparation où on va poser des questions aux gens sur est-ce que vous avez un conjoint, est-ce que vous avez des enfants, vos parents font quoi dans la vie, est-ce qu'ils sont encore en vie? Et on vous pose des questions qui sont neutres, qui sont non menaçantes pour voir comment votre corps réagit avec des questions non menaçantes. C'est exactement la même chose. Quand on a un policier qui va rencontrer un prévenu et qui veut, par exemple, vérifier si c'est lui qui a commis un vol dans le métro, par exemple, bien, on va lui poser plein de questions sur son travail, sur sa copine, sur plein d'autres affaires. Et là, on voit comment il est. Ce matin-là, vous étiez où? Vous étiez habillé comment? C'était quoi la température? On pose plein de questions non menaçantes. Et on va arriver avec ce qu'on appelle la question clé. À telle heure, on vous a vu sur telle caméra de surveillance. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous faisiez à ce moment-là? La personne qui est coupable va surréagir à cette question-là. La personne qui n'est pas coupable, elle ne sait même pas que c'est un piège. Donc, elle ne peut pas surréagir. L'autre chose qu'on va faire, c'est que souvent, on va fournir, par exemple, de l'eau avec les gens parce qu'on s'est rendu compte que dans un interrogatoire de police, majoritairement, pas dans l'ensemble, mais majoritairement, statistiquement, les gens qui sont coupables vont vider le verre d'eau. Parce que quand on est stressé, les glandes salivaires cessent de fonctionner. C'est pour ça qu'au secondaire, quand on fait un exposé oral, on a la bouche sèche parce qu'on n'a plus de salive. C'est la même chose quand on se fait interroger par un policier. Les 3 premières minutes, qu'on soit stressé, c'est normal, on est avec un policier. Mais si nos glandes salivaires ne fonctionnent pas pendant l'ensemble de l'entretien, là, c'est moins normal. C'est pas supposé être comme ça. Donc, évidemment, à ce moment-là, là, je suis déconcentrée parce qu'il y a quelqu'un qui vient de passer en arrière. À ce moment-là, là, on va poser davantage de questions. Donc, quand on veut déceler un mensonge, il faut prendre le temps. Parce que si on essaie de bousculer l'information, l'autre personne va réagir à cette brusquerie-là et va présenter des signes de stress. Et là, on va être incapable de savoir si c'est une vérité ou si c'est un mensonge. OK, pose-moi plus de questions d'abord. Est-ce que j'ai déjà eu un anaconda? Un anaconda? Ça, c'est drôle parce que ça ne fait pas nécessairement avec moi, fait que c'est intéressant. Pose-moi des questions. Bien, ça pourrait. Est-ce que c'est toi qui étais propriétaire de l'anaconda ou c'était quelqu'un d'autre? C'était moi. C'était toi? En quelle année? 2013. Qu'est-ce qui a fait que tu as acheté un anaconda? Un shooting photo que j'avais à faire. OK. Il s'appelait comment? Ah, je n'avais pas donné de nom. Je ne l'ai pas gardé longtemps. OK. Pourquoi?
Il était pas très doux. Non. Il était gros comment? C'était un bébé. Quelle longueur, c'est un bébé? Fait comme ça. OK. Puis tu l'as pris où? Sur Kijiji. Ah, OK. Kijiji, l'anaconda. Oui. OK. Puis, tu me disais donc, c'est suite à un tournage? Shooting photo. Un shooting photo. Et c'est suite à ça que tu en as acheté un? C'est pour ça. C'est pour le shooting? l'occasion. Après, je OK. m'en suis débarrassée parce que non, ça n'a pas fonctionné mon affaire. Ça s'est passé comment la première journée? La première journée est la seule journée parce qu'il a tenté de me mordre. Alors à ce moment-là, non, j'étais un peu trop confiante pour mon shooting. OK. Tu l'as reçu J'étais comment? allée chercher. Mon ex est allé le chercher. OK. Il est allé le chercher où? Chez la personne Qui le vendait. Exact. Puis il l'a ramené dans un aquarium, dans un vivarium. Boîte. Donc déjà, il était stressé. La journée même, c'était le shooting. Pas une bonne idée. Je pense que c'était un peu trop énervé. J'avais trop hâte de faire l'expérience. OK. Donc, il arrive dans une boîte en carton, une boîte fermée, une boîte blanche, une boîte brune. En carton, brune, typique, très petite, pauvre petit. Est-ce que c'est toi qui l'as sorti de la boîte? Je pense que c'est lui. C'est lui qui l'a sorti, puis je l'ai tout de suite pris après. OK. Puis ça a fait quoi comme feeling? J'étais tellement excitée, énervée, mais après, j'ai vu que lui avait pas la même émotion que moi. Son OK. cerveau reptilien agissait autrement. Tu as fait quoi à ce moment-là? Tu l'as remis dans la boîte? Je l'ai comme garoché sur mon ex. Ce bout-là a l'air assez vrai. Ah, c'est ça. Fait qu'on va chercher. Puis On va la chercher personne l'émotion. explique On va- les liens aussi qui coordonnaient. Oui, parce que là, tu as eu le mouvement de... Là-dessus, il y a un vécu. L'émotion, le vécu qui était là. On pourrait continuer comme ça, mais on pourrait à ce moment-là dire, ben le reste de la journée, comment a été le shooting photo, poser des questions sur comment se comportait le serpent à côté de toi, comment tu te comportais avec lui. Et là, on fait vraiment le détail de la journée. Puis après ça, on dit, OK, on recommence à l'envers. Quand tu es allé le porter, qu'est-ce qui s'est passé juste avant? Et là, on reprend. C'est pour ça que je dis, on a un bout à faire. Mais l'idée, c'est qu'on reprend l'événement à l'envers. Mais là, ce que je voulais, c'était de faire nommer des émotions. Parce qu'à ce moment-là, si tu l'as vécu, il y a plus de chances que tu aies des réactions normales. Et là, ça, OK! Il s'est passé quelque chose. Merci Annabelle. Restez avec nous au retour de la pause. On joue à la chronique Les secrets de Victoria avec Annabelle Boyer. On est de retour à Victoria Show pour la chronique Les secrets de Victoria avec notre synergologue Annabelle Boyer. Annabelle, t'es prête? Oui. Le fameux croisement des bras qui signifie être fermé, mythe ou réalité? La plupart du temps, c'est un mythe, en fait. Il y a plusieurs situations où le croisement de bras veut davantage dire que l'on est confortable pour recevoir l'information. Ça peut arriver aussi si on a, par exemple, une blessure à une épaule et on ne veut pas avoir les bras qui sont pendants le long du corps. Et ça se peut aussi que l'autre personne soit émotive et pour ne pas être envahi par son émotion, on va croiser les bras. Ça se peut que l'on ait simplement froid et ça se peut qu'on soit simplement bien dans cette position-là. Donc, je vous dirais qu'à peu près 75 à 80 du temps, on est avec un croisement de bras qui est au contraire un signe d'ouverture et d'intérêt ou encore d'analyse de l'information. Et le reste, on peut avoir des signes de fermeture, mais évidemment, il faut regarder l'ensemble du corps. Très important l'ensemble. C'est bon de le savoir. Il y a des gens qui sont tannés de se faire dire t'es fermé, là, t'es fermé. La plupart du temps, les gens ne se sentent pas fermés dans ce temps-là. Et c'est un peu insultant de se faire dire que l'on est fermé quand on ne l'est pas. Et là, on doit convaincre l'autre qui part avec un biais d'interprétation. Est-ce que tu t'es déjà positionné d'une manière à servir tes intérêts grâce à tes connaissances? Exemple. Bien, en fait, c'est que dans des situations où je sais que il faut composer avec un client qui est plus difficile, par exemple, et que ce client-là me doit de l'argent, par exemple, je vais à ce moment-là utiliser plusieurs stratégies de communication qui me permettent d'établir une communication qui est beaucoup plus authentique. Donc, je vais utiliser mon corps pour contaminer positivement l'autre, pour faire baisser son stress, pour faire baisser sa résistance et pour l'amener à être plus authentique et à me dire exactement ce qui se passe.
Parce qu'évidemment, généralement, quand on a affaire avec un client difficile, ou bien ce client-là ne se sent pas considéré, et on doit à ce moment-là prendre le temps avec lui, ou bien ce client-là a quelque chose à se reprocher, a quelque chose qu'il veut modifier mais n'est pas capable de le dire, et là, on doit l'amener dans une zone d'authenticité. Donc, je vais utiliser mon corps pour avoir une communication qui est plus authentique. Est-ce que c'est difficile pour toi de ne pas analyser le non-verbal des gens constamment? En fait, j'observe tout le temps. Mais je ne suis pas toujours en train d'interpréter parce que sinon, j'aurais mal à la tête à la fin de chaque journée. Mais c'est un peu comme un spécialiste en marketing. Quand il va voir des affiches, par exemple, dans le métro, il sait que les affiches qui sont les plus percutantes, les affiches qui sont les plus efficaces et les affiches qui sont peut-être moins réussies. Ça ne veut pas dire qu'il va, à ce moment-là, communiquer, par exemple, avec la firme qui a fait l'affiche. C'est un peu le même principe. Je vais observer certains éléments. Quand je vais observer un non-verbal qui n'est pas cohérent avec le discours, là, c'est certain que je vais me mettre à analyser davantage le langage corporel parce qu'il y a une incohérence et cette incohérence-là vient de me sauter au visage. Donc là, à ce moment-là, je vais, moi, adapter ma communication pour établir, encore une fois, un climat qui est davantage dans l'authenticité. Mais ça se peut que la personne n'ait pas envie de parler. Ça se peut que j'observe un mensonge et que cette personne-là ne veut manifestement pas en parler et je vais respecter son choix. Le non-verbal peut-il tromper? En fait, oui, si on a des biais d'interprétation. Par exemple, quand on est soi-même stressé, quand on est soi-même dans une émotion négative, on ne perçoit pas les autres de la même façon. Comme je disais tantôt, si vous partez avec l'idée que le client va être difficile, bien, votre œil ne va chercher que les signes qui confirment votre hypothèse de départ. Si vous partez avec l'idée que l'autre est un menteur, votre œil ne va voir que les signes qui ressemblent à du mensonge et l'autre personne, comme elle va réagir à votre impression, même si elle n'en est pas consciente, elle peut à ce moment-là présenter des signes de mensonge, même si elle dit la vérité. Donc, si la personne qui interprète le non-verbal part avec un biais d'interprétation, à ce moment-là, c'est certain qu'elle va se tromper. Et, par exemple, aux étudiants de synergologie, on va leur dire qu'ils doivent avoir 8 signes et plus en même temps pour être en mesure d'avoir une hypothèse qui est forte. Ça ne veut pas dire qu'ils vont être infaillibles. Il faut poser des questions, il faut revenir sur le sujet, il faut prendre le temps d'être soi-même authentique. Si on ne l'est pas, on ne peut pas demander à l'autre de l'être non plus. Donc, faire attention aux conclusions hâtives. Exactement. Merci, Annabelle. Merci à vous. On est de retour avec Annabelle Boyer. Annabelle, tu es écrivaine aussi. Tu peux nous présenter tes livres un petit peu? En fait, j'en ai 7, mais évidemment, pour les besoins de l'émission, je vous ai apporté les 2 qui traitent de langage corporel. Le premier étant « Je lis en vous, savez-vous lire en moi ?» Et dans celui-là, bien évidemment, je parle du langage corporel en général, particulièrement en affaires, donc avec un client, comment on réagit, et soi-même quand on est avec un fournisseur. Donc, quand on est le client et qu'on va rencontrer un fournisseur, qu'est-ce qu'on doit observer? Quand on est dans une formation, qu'on est le formateur et on veut savoir si les gens qui sont devant nous comprennent ce qu'on a à dire comme message. Et inversement, quand on est les participants et on veut savoir si le formateur est vraiment crédible, s'il connaît vraiment sa matière. Mais j'ai aussi, bon, évidemment, avec des employés, en entrevue d'embauche, et toujours dans les 2 sens. Donc, si je suis le candidat qui passe une entrevue ou si je suis l'employeur qui fait passer des entrevues. Donc, toujours les 2 côtés, quelques éléments à observer. Et dans les livres, évidemment, j'ai mis plusieurs photos parce qu'évidemment, essayer de parler d'un haussement de sourcil, d'un rehaussement d'une lèvre, c'est plus facile quand on a une photo. Comme ce qu'on a vu en début d'émission. Exactement. Puis le deuxième, c'est l'ABC du non-verbal en amour parce que, évidemment, même si je donnais des conférences qui étaient souvent en entreprise ou dans des chambres de commerce, les gens me posaient beaucoup de questions sur la relation amoureuse, comment savoir, par exemple, si l'autre personne a de l'intérêt quand c'est notre premier rendez-vous, comment savoir si l'autre personne est fidèle, comment savoir si c'est la bonne personne pour moi. Donc, à ce moment-là, là-dedans, c'est le même principe. J'ai mis, encore une fois, beaucoup de photos pour qu'on soit en mesure de bien comprendre ce qui est à observer. Et dans celui-là, j'ai mis encore plus de recherches qui ont été faites pour que les gens puissent voir quelles sont les bases de l'analyse du langage corporel.
Puis dans les autres livres, bien évidemment, j'ai un roman fantastique qui s'intitule Le Lac des Loups, un roman d'inspiration qui s'intitule L'Ange gardien du samouraï. J'ai un livre sur les réseaux sociaux qui s'intitule L'ABC des réseaux sociaux. J'ai un livre sur les manipulateurs, dont on parlait tout à l'heure, qui s'intitule Relations sous emprise. Et j'ai un livre sur le développement de potentiel qui s'intitule Les 8 étapes vers votre potentiel infini. Génial. Puis les gens, s'ils veulent te consulter, tu as 2 sites Internet Oui. parce que tu es Génagogue. génagogue. Et Oui. voilà pour la gestion de conflits. Exactement. Donc, j'ai mon site de mon entreprise qui est ABC Solutions Développement Organisationnel. Non, pas tellement la même chose. On n'entend plus souvent parler de langue. Merci beaucoup, Annabelle Voyer. Merci. Très heureuse de t'avoir vue.